Ah, le trou de la sécu. S'il y a bien une chose qui a toujours augmenté, et ce peu importe les gouvernements, c'est bien le trou de la sécu. Mais pourquoi? Est-ce qu'on verse trop d'allocs? Est-ce qu'on soigne le monde entier à nos frais? Ou est-ce un problème de fraude massive? Dans cette vidéo, vous aurez la réponse à toutes ces questions. On décrypte ensemble le rapport officiel des comptes de la Sécurité sociale pour l'année 2024. C'est parti. La Cour estime que les tableaux d'équilibre et les tableaux de situation patrimoniale fournissent une réponse cohérente des comptes de la Sécurité sociale sous certaines réserves. Nous avons renouvelé notre impossibilité de certifier les comptes de la branche famille. Ce que nous constatons, c'est que la faiblesse du contrôle interne conduit à un montant élevé qui représente 6,3 milliards d'euros de versements indus. Ce sont des erreurs qui ne seront jamais régularisées, qui représentent 8% du montant total des prestations, concerne notamment le RSA, la prime d'activité et les aides au logement. Plus d'un quart du montant versé au titre de la prime d'activité est entaché d'erreurs, ce qui est évidemment inacceptable. Alors là, on commence dans le lourd directement. Sur les 5 branches de la Sécurité sociale, une tient extrêmement mal ses comptes. C'est la branche famille. RSA, prime d'activité, APL, tout est truffé d'erreurs. Et malheureusement, dans les erreurs, il y a des vraies et de la fraude. Mais vous inquiétez pas, le coût de la fraude, on va en parler plus tard dans la vidéo. Je vous propose à présent d'examiner la première partie du RALFS qui porte sur la situation financière de la sécurité sociale. Elle est alarmante. Je cherche toujours les adjectifs. Maintenant, on a toute une sémantique. J'ai parlé d'année noire pour les finances publiques en 2024. Eh bien, la sécurité sociale, ce fut une année sombre, puisque le financement de la Sécu n'est plus assuré à terme, sauf mesures vigoureuses de redressement. Pour 2024, la LFSS prévoyait un déficit stable par rapport à 2023, mais en réalité, ce que nous assistons, c'est à du dégradation. Le déficit s'est creusé de près de 50% par rapport à la prévision. Il a atteint 15,3 milliards d'euros en 2024, et pour 2025, le déficit est plus élevé encore, 22 milliards. Ça veut dire qu'en 2 ans, le déficit de la Sécu sera multiplié par 2. C'est quand même, comment dire, alarmant. Merci Pierre. Oui, c'est alarmant. Donc, pour résumer, le déficit se creuse encore et toujours pour atteindre une vingtaine de milliards pour 2025. Le déficit a explosé ces 2 dernières années. On va voir pourquoi. Il faut que chacun se rende compte de la gravité de la situation. Et elle résulte de 2 phénomènes qu'on a rencontrés sur l'ensemble des finances publiques. D'abord, les prévisions de croissance et de recettes ont été optimistes, et le rendement de la TVA paraît particulièrement en retrait par rapport aux prévisions. Et deuxième cause de déficit, l'absence, une nouvelle fois, de maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Cette branche porte désormais à elle seule 90% du déficit total de la sécurité sociale. Et donc, disons-le, l'assurance maladie est quasi intégralement responsable de la dégradation financière de la sécurité sociale par rapport à 2023. La forte hausse des dépenses de soins de ville, 5 milliards d'euros, reflète notamment une totale absence de pilotage. Mais le déficit des hôpitaux atteint lui-même près de 3 milliards d'euros. C'est un creusement de 1 milliard en 1 an. Et donc le modèle économique de l'hôpital devient insoutenable, puisque 2/3 des hôpitaux publics sont maintenant en déficit. Au-delà de l'assurance maladie, nous faisons également le point sur les autres branches, en particulier celle des retraites, qui concentre le reste du déficit. Nous avions parlé l'an dernier d'un point de bascule en 2027. Le constat est en fait bien plus grave. Le point de bascule n'est pas en 2027. Il n'est pas en 2025. Il est atteint dès cette année. Bon, la réponse est claire, le déficit vient de l'assurance maladie. Les dépenses ont explosé, la situation des hôpitaux s'aggrave, bref, c'est hors de contrôle. Alors, que faire? Nos efforts, en tout cas, doivent se concentrer sur la maîtrise des dépenses d'assurance maladie. Je veux revenir sur les analyses qui clôturent la première partie du RALFS, l'examen d'un dispositif central pour l'emploi en France, les allègements généraux de cotisations sociales. Ces exonérations, qui bénéficient principalement aux salariés au niveau du SMIC, représentaient plus de 77 milliards d'euros en 2023. Elles ont permis un véritable allègement du coût du travail sur le bas salaire, sans approfondir les salariés. Et s'ils étaient supprimés, c'est là le problème, 1 million d'emplois pourraient être détruits. Ces allègements généraux sont insuffisamment pilotés et évalués. Leur coût a augmenté de 18 milliards d'euros ces 3 dernières années sous le seul effet de l'inflation. Or, elles fragilisent le financement de la protection sociale en la privant de ressources. Elles sont compensées par l'État, mais une part reste à la charge de la sécurité sociale pour plus de 5 milliards d'euros en 2024. Ah, là on va s'arrêter un petit peu sur ces fameux allègements. Avec ce qu'on appelle la réduction Fillon, un patron peut payer quelqu'un au SMIC en s'exonérant quasiment de toutes les cotisations patronales.
Ça représente en gros entre 550 et 600 euros d'économie par salarié. Multipliez ça par le nombre de salariés au SMIC et vous obtenez un énorme trou. On arrive à la deuxième partie du RALFS, dans laquelle la Cour examine 6 postes de dépenses dont l'évolution a eu des incidences importantes sur les déficits sociaux. D'abord, nous nous penchons sur l'intérim paramédical. C'est une solution qui devait rester exceptionnelle et qui est de plus en plus courante. Alors évidemment, ça s'explique par des difficultés de recrutement de personnel. La dépense est pour l'instant limitée, mais elle a été multipliée par plus de 3 depuis 2019 pour atteindre près de 500 millions d'euros en 2023. Or, le coût horaire d'un intérimaire dépasse de 50 à 130% celui du personnel équivalent de l'hôpital où il exerce. Et c'est pourquoi la maîtrise de l'intérim paramédical est indispensable en contrôlant les situations de cumul d'emploi, en plafonnant la rémunération des intérims. Toujours à l'hôpital, un chapitre est consacré au personnel non soignant. Nous entendons en effet souvent qu'au sein des hôpitaux publics, il y aurait une proportion trop importante de personnel administratif par rapport aux pays comparables aux cliniques privées. Eh bien, c'est faux. Sur une acception large, nos hôpitaux publics comptaient 29% de personnel soignant, et après retraitement, cette proportion est similaire à celle de l'Allemagne, donc gardons-nous de tout raccourci, de toute démagogie sur ce sujet. Les problèmes de l'hôpital ne seront pas réglés en limitant une supposée bureaucratie pléthorique. C'est d'autre chose dont il s'agit. Les effectifs de ces personnels sont restés stables jusqu'en 2020. Ça a été renforcé depuis la crise sanitaire. Évidemment, il y a des pistes d'amélioration, pas de remède magique, là, et pas de solution simpliste. Alors là, il y a 2 points et on va prendre un petit peu de temps. 500 millions pour l'intérim paramédical, c'est gros et en même temps, c'est pas gros. Ramené à l'échelle d'un budget national, c'est pas énorme. Mais c'est surtout la tendance ici qui est intéressant à remarquer. Car on a de plus en plus d'argent public qui est en train d'être déversé à des entreprises privées. Alors oui, ça peut être des personnes qui sont libérales, mais ça peut être aussi des sociétés qui offrent un service tout simplement à l'hôpital. Et donc au lieu de recruter en direct, on va préférer de l'intérim, qui lui est beaucoup plus cher. Qui est content derrière? Bah évidemment le salarié intérimaire car il est mieux payé, et aussi potentiellement dans le cas de boîte, la société. Au niveau du personnel administratif, il botte un petit peu en touche en disant qu'on a le même taux que les Allemands. Ça veut pas dire qu'il y en a trop ou pas assez, mais juste on a le même chiffre que nos voisins. Là, c'est ce qu'on appelle une enfilade. Bon, il admet quand même qu'il y a des optimisations à faire, mais voilà. Mais après, on est d'accord, en termes de somme, la gestion du personnel administratif relève plus de l'optimisation plutôt que de la résolution globale du problème. Troisième poste de dépenses analysées, le RALF fait également un bilan de la gestion des stocks stratégiques de masques. En janvier 2024, ce stock était constitué de 2,1 milliards de masques. C'est un stock important mais vieillissant puisque 700 millions de ces masques sont déjà périmés. Et la totalité des masques acquis durant la crise sera périmée l'an prochain, le renouvellement du stock devant être réalisé d'ici 2029 avec la saturation des plateformes de stockage dès 2026. La question de la destruction des masques périmés va se poser de façon de plus en plus pressante. Des études américaines ont contesté qu'ils perdent leur efficacité après 5 ans. Leur péremption serait liée à la rupture plus fréquente des élastiques. Ça invite à analyser quand les masques jugés périmés sont vraiment inutilisables et quand ils doivent être détruits pour laisser de la place. Il nous faut une gestion tournante et non dormante de ce stock. Ça nous permettrait de transférer les masques gratuitement aux hôpitaux avant péremption, plutôt que d'avoir à les détruire. C'est une absolue évidence, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors là, j'ai laissé ce passage un petit peu technique pour montrer à quel point il y a des choses qui sont des réels gabegies. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple, on achète des masques, mais on ne peut pas les donner à l'hôpital quand ils sont proches d'être périmés. On va d'abord les jeter, et on va en racheter d'autres pour les hôpitaux, tout simplement parce que ce sont des stocks différents. Mais bon, ça il le relève bien, il dit que c'est une évidence, mais bon, c'est pas fait, voilà. Allez, on va prendre quelque chose de plus intéressant, on va parler de la retraite. Par ailleurs, et après nos 2 rapports commandés par le Premier ministre sur le système des retraites, le RALF comprend tout de même 2 chapitres consacrés à cette branche. C'est un sujet sensible qui est la fraude aux retraites versées à l'étranger. Le nombre de pensionnés concernés au régime général est de 1,1 million pour 3,9 milliards d'euros de pensions versées. Parmi eux, 900 000 perçoivent une retraite complémentaire pour un montant de 2 milliards. Les retraités se concentrent dans 6 pays, la moitié en Europe, 40% en Afrique du Nord. Ces pensions sont sujettes à des fraudes spécifiques, notamment le décès non déclaré du bénéficiaire. Pas joli. Depuis notre dernier rapport sur le sujet en 2017, nous avons constaté une claire amélioration du contrôle de cette fraude. Toutefois, des améliorations sont encore possibles. Le coût annuel de la fraude reste encore estimé entre 40 et 80 millions d'euros pour l'Algérie, premier pays de destination des retraités, et oui, et autour de 12 millions pour le Maroc. J'aurais pensé l'inverse, mais c'est comme ça. L'objectif est d'intensifier le recours au contrôle physique
existantes dans ces deux pays en s'appuyant notamment sur des partenaires locaux. Par ailleurs, la fraude à l'allocation de solidarité aux personnes âgées doit faire l'objet de contrôles dédiés. Mais, là encore, je veux dissiper un certain nombre de préjugés sur ce sujet. Comme sur la bureaucratie à l'hôpital, les contrôles existent. Tout le monde ne déclare quand même pas son conjoint décédé pour toucher sa retraite. Enfin, c'est un peu d'essence, quoi. C'est en cours de renforcement et la Cour suivra la mise en œuvre des actions. Il faut traiter les problèmes où ils sont, pas là où on pense qu'ils sont. Si on fait des slogans, si on est sans arrêt en train de procéder par simplification, on se fait plaisir, mais on ne traite pas les sujets. Puis on traite des sujets qui n'en sont pas en réalité. Donc... Ah, les vilains Algériens et les vilains Marocains. C'est à cause de vous qu'il y a un trou dans la caisse de retraite. Bon, c'est pas vrai. Alors déjà de une, il n'y a pas que des Algériens et des Marocains qui vont passer leur retraite en Algérie ou au Maroc, mais je fais exprès de laisser ce passage choc pour encore une fois montrer que la fraude est un problème social, car on n'a plus confiance en son voisin, mais que en réalité, au niveau des sommes, ça reste minime encore une fois par rapport à l'échelle de l'État. Mais bon, il y a quand même une centaine de millions à aller récupérer à cause de la fraude à la retraite. Bon, c'est déjà ça de prix. Mais plus globalement, la fraude, ou les indus plutôt, ça représente quoi ? Les indus sont un autre sujet central pour la confiance dans notre sécurité sociale. Un indu, une somme qui est versée à tort par les caisses de sécurité sociale assurées, ça peut résulter d'erreurs, d'omissions, mais aussi de fraude. En 2023, le montant des indus est tout de même de 19 milliards d'euros pour les 4 principales branches du régime général, soit 55% des prestations versées. 10 milliards sont détectés grâce au contrôle, le reste est seulement estimé. Globalement, les indus sont plutôt bien récupérés quand ils sont détectés, mais les indus non détectés sont encore nombreux, puisqu'ils représentent quelques 8,6 milliards d'euros, majoritairement au sein de la branche famille. Il faut donc agir à plusieurs niveaux, en améliorant l'information des assurés, des professionnels de santé sur leurs déclarations, en améliorant les outils, la disposition des caisses, en renforçant les contrôles lorsque l'indu est constaté. Il faut en améliorer le recouvrement, ce qui passe par une meilleure mobilisation des près de 4000 agents dont c'est le métier. En résumé, la détection et le recouvrement des indus frauduleux ont progressé, mais ça reste insuffisant. Alors là, le recours à l'intelligence artificielle pourrait aider à exploiter les très nombreux dossiers concernés. Olé, 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 olé. Et c'est là justement où on va aller taper la fraude. 20 milliards d'euros estimés. Alors attention, par indu, on parle aussi tout simplement d'erreurs administratives. Mais, c'est 10 milliards détectés, 10 milliards d'estimés. Là, ça pèse. Rappelez-vous le déficit de la Sécu. Et encore une fois, il n'y a qu'une seule branche qui est majoritairement responsable de ces erreurs ou de ces fraudes, c'est la branche famille. RSA, APL, prime d'activité. Là, il y a un problème et un gros chantier à faire. Je passe maintenant à la dernière partie du rapport qui porte sur 5 exemples d'amélioration possible de la qualité de la dépense sociale et du service rendu aux usagers. Je vais vite. Nous sommes d'abord intéressés à la branche la plus récente de la sécurité sociale, créée en 2020 pour prendre en charge la perte d'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. C'est un effort budgétaire qui est tout de même très considérable, 90 milliards d'euros cette année, dont près des 2/3 financés par la Sécu. Cette création d'une nouvelle branche a eu des vertus indéniables. Toutefois, le premier bilan que nous dressons est très insatisfaisant, puisque ce que nous constatons, c'est qu'il y a encore de très fortes disparités territoriales dans les prestations. Le montant moyen de l'APA varie du simple au double selon les départements, en fonction des conditions d'octroi et des montants alloués. Par ailleurs, l'autorisation, le financement, le contrôle des EHPAD sont fragmentés. La branche alloue des financements aux départements qui sont devenus illisibles. Le contrôle interne et la lutte contre la fraude sont insuffisants. En clair, le vieillissement constitue un enjeu central pour notre pays dans les prochaines années et il n'est pas correctement pris en compte. Et pour preuve, la branche et l'État ne disposent d'aucune projection des besoins au-delà de 2028, alors qu'on sait que l'effet démographique devrait se renforcer fortement à partir de 2030, lorsque la génération du baby-boom aura 85 ans. Le gouvernement considère que jusqu'à cette date, le virage domiciliaire qu'il appelle de ses vœux devrait suffire. Il faudrait pour cela renforcer considérablement le secteur de l'aide à domicile. Le pilotage des EHPAD devrait aussi être renforcé, réformé, en clarifiant les responsabilités des agences régionales de santé, des départements et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc là, suggestion technique mais importante, l'effet de la vieillesse est encore très mal mesuré sur les budgets futurs. Chose égale par ailleurs, ça veut dire que le trou de la Sécu va grossir à cause de la génération de baby-boomers, car ils vont tout simplement vieillir et coûter plus cher en assurance maladie. Et aujourd'hui, la gestion de cette évolution est très mal comprise, très mal prévue, bref, il y a un gros travail à faire dessus.
Autre chapitre sur ce volet amélioration des dépenses, nous nous sommes intéressés à un maillon essentiel du soin en France, nos quelques 20 500 pharmacies d'officine. Un constat d'abord. Nous perdons en moyenne plus de 200 pharmacies chaque année depuis 2015. Alors, les zones rurales sont les plus fortement touchées. Là, pour les mettre tout différent de ce qui se passe en ville, parce qu'elles peinent à attirer des repreneurs. L'État a mis récemment en place des dispositifs pour y remédier, mais ils sont assez peu efficaces. Il faut soutenir les officines fragiles, en évitant tout effet d'aubaine, et les règles trop rigides d'installation des officines pourraient être repensées. Le réseau officinal est d'autant plus indispensable que les pharmaciens ne cessent de voir s'étendre leur rôle dans l'accès aux soins. Ces nouvelles missions connaissent un vrai succès auprès des patients et soulagent les médecins. Ils représentent seulement 4% de la rémunération des officines. Nous appelons à généraliser les expérimentations en cours en la matière et à rééquilibrer les conditions de la rémunération. Il nous faut porter une attention particulière aux risques qui pèsent sur le financement de ce secteur. Il y a un danger qui est lié à la financiarisation qui n'est pas encore avéré, puisque celle des pharmaciens peuvent intégrer le capital d'une officine. Toutefois, faute de financement, de jeunes pharmaciens ont de plus en plus recours à des fonds d'investissement privés qui peuvent altérer l'indépendance des professionnels par une recherche de la rentabilité maximale. Nous connaissons tous peu ou prou des pharmacies qui ressemblent tout de même à des supermarchés. Là, évidemment, la médecine de ruralité est un sujet beaucoup plus global. En fait, il faut savoir qu'une pharmacie a le droit de s'implanter en fonction du nombre d'habitants au mètre carré. Elles sont donc déterminées par des zones de chalandage, et quand dans la diagonale du vide, il y a 3 habitants par mètre carré, et il y a peu de pharmacies au mètre carré, c'est logique. Après, évidemment, ça crée des énormes disparités territoriales, c'est le même problème avec les médecins. Mais le point le plus important, c'est vraiment la financiarisation de la pharmacie. Il n'est pas normal que les pharmacies deviennent des produits d'investissement pour des fonds spéculatifs, et avec une grande probabilité étrangers. C'est vraiment quelque chose qui devient un fléau. Vous avez la même chose pour les cabinets dentaires par exemple, c'est tout simplement une privatisation de la santé cachée. À la place, l'État devrait financer les pharmaciens à leur début, mais bon, il n'y a plus d'argent, donc BlackRock est content de le faire à la place de l'État. Nous sommes également intéressés au sujet des pensions d'invalidité, pensions qui sont versées aux personnes dont la capacité de travail est réduite à cause d'un accident ou d'une maladie qui ne sont pas d'origine professionnelle. 800 000 personnes en ont bénéficié en 2023, dont une majorité de femmes, et leur nombre est en hausse. Près de 10 milliards d'euros au total sont consacrés à l'invalidité, qui reste mal pilotée par les pouvoirs publics. Les territoires connaissent donc des disparités importantes. Le taux de personnes en invalidité va du simple au triple selon les départements, et le taux d'acceptation des demandes de 30 à 85%. En outre, la capacité à exercer un emploi, qui est un concept central dans le versement des pensions, n'est pas assez fréquemment réévaluée. Moins de 3% des pensions ont été réexaminées en 2023. Ça permettrait évidemment à la sécurité sociale de faire des économies, car 21% des personnes jugées incapables d'occuper un emploi cumulent pourtant leur pension avec une activité professionnelle. Et les pensions d'invalidité, on est à deux doigts entre la fraude et l'erreur, pareil. Il y a des disparités de 35 taux d'acceptation à 85% dans certains départements. Moi, j'aimerais bien voir les départements qui ont 85% de taux d'acceptation. Surtout quand on prend en compte que 20% de ces personnes, en fait, travaillent quand même malgré leur pension d'invalidité travail. On appelle ça du foutage de gueule, hein. Ou encore une fois, la contribution de cette fraude ou de ces erreurs ne doit pas contribuer énormément au budget. Mais encore une fois, il y a un coût social qui contribue et à la perte de confiance par rapport à l'État et surtout à ses concitoyens. Toi, tu fraudes alors que moi, je travaille. Bon, on arrive à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir ? La Sécu est dans une panée pas possible. Le trou de la Sécu s'agrandit et il est prévu qu'il double d'ici les prochaines années. Là-dessus, c'est vraiment l'assurance maladie qui compte pour 90% de cette perte. On regarde plus près, il y a déjà un problème de recettes, où les tonnes d'allègements et d'exonérations de cotisations font tout simplement du manque à gagner qui devient de plus en plus nécessaire. Et de l'autre, on a aussi des dépenses qui sont totalement hors de contrôle. Les hôpitaux sont dans des états de plus en plus exécrables, bref, il n'y a rien qui va. Quand on regarde la fraude, oui, elle existe, oui, elle est là, par contre, elle reste minime par rapport à l'équation totale. Quand on prend les indus au global, donc erreur et fraude, et là, on obtient un montant de 20 milliards qui est tout simplement inacceptable. Parce que sacrebleu, ça correspond au déficit de la Sécu, quoi. Voilà, donc n'oubliez pas de bien payer vos impôts, ayez confiance à la bonne gestion de l'État, et à la prochaine. Ciao!